Salut, je m'appelle Divine Bellotti et je suis passionnée par les histoires inspirantes. Si vous en avez une, je serais ravie qu'on la raconte ensemble. Nous sommes réunis aujourd'hui pour l'épisode 5 de Adici avec Divine Bellotti et j'ai le plaisir d'accueillir en tant qu'invité un avocat de renom, Maître Jacques Mukonga. Maître Jacques Mukonga, spécialiste en droit des affaires et des investissements, musicien ayant un amour particulier pour l'orgue, qui est une dimension sublimée du piano. Enseignant à l'université, conférencier, auteur de plusieurs livres. Je souligne qu'il écrivit son premier ouvrage à 24 ans, Le Procès. Passionné de rhétorique, il est sans nul doute une marque imprimée d'éloquence, inspirant plusieurs sous nos latitudes et ailleurs. Il a d'ailleurs à ce propos été lauréat de plusieurs concours de plaidoirie et d'éloquence. Maître Jacques, bonjour. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Je vais très très bien et vous? Je vais aussi très bien. Okay. Merci de nous accorder de votre temps pour pouvoir partager votre expérience. Merci, c'est un grand plaisir. Alors Maître Jacques, c'est vrai que j'ai fait mes petites recherches pour pouvoir vous présenter de la meilleure façon possible, mais est-ce qu'il y a des détails que j'ai oubliés? Non, je pense que c'est amplement suffisant et à mon goût, c'est même un peu trop. C'est jamais trop, je vous assure. Je fais bien mes recherches quand il s'agit des invités de Adici avec Divine Bellotti. Okay. Alors Maître Jacques, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez un avocat de renom. Est-ce qu'on peut commencer par la genèse? Où est-ce que vous êtes né? Où est-ce que vous avez grandi? C'est qui Maître Jacques enfant? Enfant, Jacques est né à Calémie, okay, d'une mère enseignante okay, à l'école primaire et d'un père commis de l'administration et il deviendra plus tard assistant social. J'ai vécu dans ce qu'on pourrait appeler une famille modeste, okay, mais pas une famille malheureuse. Il y a une nuance à faire. Et donc, ma tendre enfance, je l'ai passée à Calémie, cette belle ville côtière qui me manque beaucoup. Et je pense que parmi les choses qui m'ont marqué enfant, c'est l'un des prêtres qui s'appelait Albert Nissens, okay, qui a été parmi les premiers à m'initier à la lecture, parce que c'est auprès de lui que j'ai lu beaucoup de bandes dessinées. Okay. Oui, donc il y avait la possibilité d'aller en prendre, lire et remettre. Et ça m'a beaucoup aidé. Enfant, j'ai aussi toujours été très très proche de l'Église catholique, on va dire. C'est ma seconde mère, je peux dire, parce que je pense avoir passé la moitié de mon temps dans les affaires de paroisse, enfin dans les entrailles de cette chose-là. Ok. Oui. Ok. Alors, quand vous dites que le prêtre vous a un peu initié à la lecture, c'est ça qui explique le fait que vous ayez écrit votre premier livre à 24 ans? Bon, d'abord, 24 ans, c'est assez tard pour écrire un livre. Non, mais parce pour que les Congolais, connaît... on ne va pas se mentir, c'est assez tôt. C'est ce qu'on pense, mais quand vous avez des grands écrivains qui ont écrit des livres extraordinaires à 18 ans, qui ont composé des grandes mélodies à peine 16 ans, bon, on peut dire que 24 ans, c'est déjà une vie d'homme. Qu'à cela ne tienne, si sous nos latitudes cela peut parler à certains, oui, j'ai écrit ce livre à cet âge-là parce que je suis tissé de livres. C'est magnifique ça, en tout cas. Je lis beaucoup, tout le temps. C'est une grande passion pour moi de lire. Je vis dans les livres, avec les livres. À un moment même, j'ai l'impression que je me perds moi-même de vue. Okay. Alors, Maître Jacques, vous avez dit que vous avez grandi à Calémie. Nous sommes présentement à Lubumbashi. Comment s'est faite la transition entre Calémie vers Lubumbashi? Alors, à Calémie, après l'école primaire, à l'école secondaire, je vais au petit séminaire parce que je voulais devenir prêtre en son temps. Je voulais devenir prêtre en troisième des humanités, dont je suis reçu au petit séminaire Pie XII de Calémie, où je passerai 4 ans. Okay. Et après les 4 ans, je vais entamer l'année charnière qu'on appelle la propédeutique. C'est l'année charnière entre le petit séminaire et le grand séminaire, une sorte d'année préparatoire. Et là, je reçus
une lettre de mon frère aîné qui m'expliquait que l'Église commence à connaître trop de problèmes, et notamment matériels et financiers, qu'il était donc plus indiqué pour moi d'aller d'abord à l'université, avoir un diplôme civil, étatique, et revenir dans les ordres si vraiment je tenais à vivre cette vocation-là. Et donc, je partirai de Kalemi sur ces entrefaites en me disant que je viens à Lubumbashi en son temps pour faire ce que j'appelais la diplomatie. J'ignorais qu'il fallait aller à la faculté des sciences politiques. Pourquoi la diplomatie? Parce que la MONUSCO, la MONUC à l'époque, venait d'arriver à Kalemi avec les contingents uruguayens. On a vu tout cet appareil de la MONUC qui est une grande mécanique, et ça nous inspirait beaucoup. Ça nous inspirait beaucoup, et tout le monde a commencé à rêver de travailler pour la MONUSCO, de travailler pour l'ONU un jour. Donc quand je venais ici, c'était aussi avec cette idée. Donc voilà, je me retrouve à Lubumbashi, et hélas, j'y suis resté. Mais vous avez bien dit que vous vouliez travailler à la MONUSCO et que dans votre tête, les études que vous veniez faire, ça s'appelait la diplomatie. En arrivant ici, vous avez compris qu'il fallait faire les sciences politiques. Mais pourquoi avoir fait le droit? Le droit me tombe comme ça. C'est encore mon frère aîné qui... Il y a beaucoup d'impact dans votre beaucoup, vie. Hein? Oui, beaucoup. On salue le grand frère de Maître Oui, Jacques. il a cette particularité de tenir les âmes encore jeunes et de les guider. Et donc, comme par hasard, il me dit, tu vas aller à la faculté de droit. Lui-même est juriste par ailleurs, avocat aussi, après avoir été magistrat durant longtemps. Et je pense que si je suis parvenu à connaître un peu de droit, c'est notamment grâce à sa bibliothèque. Et donc je pouvais accéder facilement aux lectures auxquelles mes amis ne pouvaient pas accéder en son temps. Mais dites-moi un peu, on ne va pas se mentir, hein, on est dans les réalités congolaises. Je vais prendre ma ville ici, Lubumbashi. J'ai fait des études universitaires, j'ai fait des études humanitaires, mais je ne connais pas beaucoup de personnes qui avaient autant de goût pour la lecture. Vous, ça vous venait d'où en fait, cette soif de lire? Oui, comme je vous ai dit, enfant, il y a ce prêtre qui m'a initié aux premières lectures, mais aussi quand j'arrive au petit séminaire, je serai responsable de 2 bibliothèques, la bibliothèque du petit séminaire et la bibliothèque du collège. Et tout de suite, j'ai appris à aimer les livres, toucher un livre. Vous savez, un livre, c'est comme une fenêtre. Peu importe où vous êtes né, peu importe où vous vivez, mais le livre vous donne le sens du temps et de l'espace. Le problème avec ceux qui ne lisent pas, c'est de penser que les problèmes qui leur arrivent n'arrivent qu'à eux. Mais ceux qui lisent savent que ce sont des problèmes humains et que tout ce qui est humain ne peut pas leur être étranger. L'espace, c'est la même chose. Il y a des gens qui pensent que les problèmes que nous avons ici ne sont que nos problèmes à nous. Mais pour peu que l'on veuille lire un peu, on verra que beaucoup, à travers l'espace Terre, connaissent les problèmes similaires aux nôtres. Donc, ça ne sert à rien de s'agiter outre mesure. Très bien dit. Alors, Maître Jacques, pour les petites enquêtes que j'ai faites autour de vous, j'ai ouï dire que vous étiez quelqu'un de très discipliné. D'où vous vient votre discipline? Oui, on peut dire ça. Je pense que ça me vient du petit séminaire, là encore une fois. Vous savez, les prêtres tels que vous les voyez, ce sont quand même des personnages extraordinaires. Ne serait-ce que parce que pendant 10-15 ans de préparation dans les séminaires, ils vivent sous une discipline draconienne. Et nous, donc, au petit séminaire, tout était réglé au tintement de la clochette. On savait qu'on se réveillait à 5h30 chaque jour que Dieu fait. On allait faire sa douche, ensuite on allait à la chapelle, et puis on allait pour le petit déjeuner, on allait en cours, on revenait, on avait une petite pause, on allait manger, on allait faire la sieste, et la journée était comme ça.
était réglé comme ça. Alors, quand vous passez 5 ans de votre vie dans cette discipline-là, ça vous demeure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quel que soit l'environnement où je me trouve, qu'il y ait du bruit ou pas du bruit, quand j'ai mangé, je dors nécessairement. Même quand j'étais à l'université, vous voyez, c'est tourbouillant. Mais dans cette ambiance-là, j'arrivais à dormir. Ça veut dire que donc, pour moi... la pause, vous prenez Oui, toujours. Pour moi, la journée commence tôt le matin et à midi, chaque jour que Dieu fait, je mange et je dors. J'ai toujours vécu non loin de chez moi pour pouvoir m'offrir ce plaisir de la vie que de dormir. Je dors et quand je reprends ma journée, je suis encore frais. Je peux aller jusque tard. Et donc, jusqu'aujourd'hui, vous vous levez toujours à 5 heures? Non, pas à 5 heures, ça dépend. Si j'ai à me lever à 5 heures, oui, mais sinon c'est autour de 6 heures. Okay. Je dors beaucoup aussi. Hein. J'ai rarement des problèmes d'insomnie. Okay. Oui. D'accord. On vous traite, toi, par hasard, de paresseux ou de flemmard? Non, pas du tout. C'est bien réguler vos heures de sommeil? Je ne le suis pas. Et vous savez, c'est, je crois, les Allemands qui disent que si vous avez la culture du travail, vous devez cultiver celle du repos. C'est bien dit ça. Vous voyez, donc il ne faut pas trouver de la vanité à dire que vous ne vous reposez jamais, ça n'a pas de sens. Okay. Ça n'a pas de sens. Je dors 30 minutes au milieu du jour, c'est amplement suffisant pour me refaire les nerfs. Mais ceux qui disent qu'il faut beaucoup travailler, la mort viendra pour se reposer, qu'est-ce que vous leur répondez? Non, je dis que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pour mieux travailler, il faut s'être bien reposé. Okay. Avocat, nous faisons un travail intellectuel intense. C'est lire continuellement les dossiers, c'est traquer les moindres détails. Alors, si vous n'avez pas le cerveau frais, vous ne pouvez pas vous concentrer. Ce n'est pas un travail mécanique, c'est un travail d'esprit qui demande beaucoup de concentration. Alors, vous venez de relever le fait que vous étiez avocat. Comment en êtes-vous arrivé à créer votre propre cabinet? Et puis, avant de répondre à cette question, si vous prenez votre promotion de première année à l'université de Lubumbashi, combien aujourd'hui, en 2024, ont leur propre cabinet? Je ne sais pas, parce que... Mais est-ce que c'est une majorité? Non, on ne peut pas dire ça, mais des gens sont partis, ils sont disséminés à travers le territoire national. Nous n'avons pas des statistiques, nous avons à peine un groupe où on essaie de suivre les traces des uns des autres. Bon, mais manifestement, on n'est pas nombreux. Okay. Alors, je suis devenu avocat là encore par hasard, parce que quand je finis mes études universitaires, je veux d'abord travailler quelque part dans une administration fiscale. Okay. Je vais passer les tests, on me dira que j'étais premier, mais on me rappellera que je ne serai pas de la province, de cette province-là. Un problème de tribalisme? Non, je ne sais pas, mais on devait prendre les jeunes du terroir. Ok, j'ai pris acte. Okay. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je rends grâce à Dieu d'avoir eu des gens aussi méchants pour me dissuader d'emprunter ce chemin-là. Donc je suis devenu... malheur, on est sorti. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le métier d'avocat me va comme un gant. J'ai l'impression que je suis né pour être avocat, et pour être avocat seulement. Alors, le cabinet, je dois dire que je suis un peu téméraire, indiscipliné, parce que j'ai l'impression d'avoir ouvert mes portes trop tôt. Okay. Oui, mais en même temps, comme j'apprends vite, okay. Donc 3 ans à traîner dans les études des autres, pour moi, c'était amplement suffisant. Vous avez fait 3 ans dans les cabinets d'autres avocats? Oui. Et donc, c'était pour moi amplement suffisant pour que je voie comment ça se fait, que je capte l'énergie pour déployer mon propre cabinet, et je l'ai fait. Et c'est quoi le secret de votre succès? Il faut travailler, hein. Il faut travailler et se reposer un peu. Juste le travail et le repos? Oui. Il faut travailler beaucoup. Il n'y a pas autre chose? Parce que le métier d'avocat, comme on dit, vous connaissez comment le marketing du métier d'avocat fonctionne. Nous, avocats, on ne fait pas de publicité. Exactement. Mais le marketing d'avocat se fait de bouche à oreille. Un client content en appelle un autre, en recommande un autre, et ainsi du reste.
Je pense aussi que le métier d'avocat, l'atout, c'est de décider d'être avocat et de n'être qu'avocat. Cette décision-là, pour moi, est la première condition de la réussite. Parce qu'au début, c'est très difficile, c'est un métier très très difficile au début. Ce n'est pas un métier où vous avez un salaire, non. L'avocat, il travaille pour lui. Il doit pouvoir un jour avoir ses propres dossiers. Alors, au début, vous n'avez pas de dossier, pourtant vous devez vivre. Donc, il m'est arrivé de rentrer à la maison à pied plusieurs fois parce que je n'avais pas de quoi payer le transport pour rentrer à la maison. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Ce n'est pas une histoire particulière à Jacques Mukonga. Beaucoup ont connu la même chose. Mais, comme on dit, à celui qui sera vainqueur, on donnera une récompense. Donc, quand vous avez su traverser, disons, ces moments, ces débuts un peu difficiles, après, il y a une douce récompense. Magnifique. J'espère que vous êtes très attentif à cette émission et que vous êtes en train de capter les belles petites phrases de Maître Jacques, que moi j'aimerais appeler des punchlines. Alors, Maître Jacques, au tout début, vous disiez que vous aviez l'envie de devenir prêtre. Et là, sur votre main, il y a une alliance. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est passé le petit prêtre? Bon, c'est une trajectoire de vie et il y a beaucoup d'hésitations. Il y a beaucoup de rendez-vous manqués. Vous pensez que la vie vous appelle à droite alors qu'elle vous appelle à gauche. Ce sont des essais et erreurs. Bon, donc de toute ma bonne foi, j'avais voulu être prêtre, mais quand j'arrive à l'université, bon, je vis le parcours normalement, et puis je ne me souvenais plus que j'avais formé le vœu d'être prêtre. Quand je pars de là, comme par hasard, un matin, je me retrouve marié. Je ne sais pas comment. Oh d'accord, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires, mais je pense que tous les téléspectateurs à cette séquence, ils ont un peu rigolé. Alors Maître Jacques, quelle est la plus grande difficulté que vous avez rencontrée dans votre vie? Comme tel, je n'ai pas de difficulté. Je n'ai pas rencontré de difficulté. Vous allez me dire que vous avez fait vos études, vous avez construit votre cabinet, vous faites oui, bon, vous écrivez des livres, tout ça sans avoir des difficultés. Non, parce que moi, je prends la vie avec beaucoup d'humour, ce qui fait que toutes les choses qui me sont arrivées et que probablement quelqu'un d'autre pourrait considérer comme étant difficulté, au besoin déprimé, moi, ça ne me fait absolument rien. Donc, quand j'avais voulu travailler à cette administration fiscale et qu'on m'a dit non, tout naturellement, ça pouvait m'affecter, mais j'avais considéré que c'était dans l'ordre des choses, c'était passé, c'était passé. Mais c'est quand même... Devenu avocat, j'ai eu mes premiers moments de galère, mais encore une fois, ça fait partie de la vie. Donc, si vous voulez, ce sont là les quelques problèmes que j'ai eu dans le parcours. Je sais qu'il y a eu parfois quelques considérations qui ne me plaisaient pas beaucoup parce que vous savez, dans nos environnements, quand vous êtes avocat ou jeune médecin, un peu brillant, il y a mille et une choses qui peuvent se dire autour de vos capacités. Certains peuvent considérer que vous avez probablement passé un pacte avec le diable. Ce qui est malheureux de réfléchir comme ça. Alors je recevais des jeunes gens pour les stages et je leur expliquais qu'il fallait travailler dur, mais ils avaient l'impression que... Vous ne disiez pas tout. On dirait que je leur cachais quelque chose, parce qu'entre-temps, peut-être ils ont appris que tel est loin. Vous voyez, il y a des choses comme ça. J'ai, pour faire une parenthèse, un ami qui est médecin, qui a fait des études avec moi à l'école secondaire Académie, et aujourd'hui il est un grand médecin. Alors quand on se voit, on rit de ces anecdotes et de toutes ces choses qu'on peut dire sur des personnes pour peu qu'on les considère comme un peu brillantes. Mais comment vous justifiez cette tendance qu'on a nous tous de croire que tout succès a forcément derrière une force obscure? Bon, parce que même en musique, c'est comme ça. Quand quelqu'un perce, on se dit non,
Kubintu Marifanya, quand c'est dans les médias. Donc, en fait, tout succès ici chez nous Oui. est toujours à lier. Et puis, ce qui est malheureux, c'est que, par exemple, nous chrétiens, les chrétiens, il y a quelque chose d'assez paradoxal. Des gens vont prier tous les jours, ils vont jeûner pour que Dieu bénisse aussi leur vie. Qu'ils s'épanouissent dans la vie d'ici-bas, eux aussi. Alors, à supposer que Dieu exauce leurs prières et qu'ils explosent. Mais c'est leur entourage. C'est parmi leur entourage qu'il y aura des gens à dire « Ah non, ce n'est pas... c'est pas clair. Mais c'est malheureux de vivre dans une société comme ça. Aux États-Unis, ce ne serait pas un exploit. Vous êtes dans une culture où le rêve américain, les gens réussissent. Les gens partent de rien et ils arrivent à quelque chose. Et on célèbre ça. Alors, l'Afrique, bon, c'est comme ça. On aime créer des légendes. Mais malheureusement, c'est un piège pour les jeunes. Parce qu'un jeune, il a besoin de quoi? Il a besoin d'avoir des repères et de se dire, il y est parvenu parce qu'il s'est comporté comme ça. Moi aussi, je peux y arriver si je suis le même chemin. Mais quand vous répandez que des gens qui réussissent, ils font forcément des choses louches, vous piégez les jeunes parce que du coup, ils ne peuvent pas se donner tant que ça. Exactement. Vous voyez? Oui, je comprends très bien. C'est ça. J'espère que les jeunes qui suivent l'émission, vous comprenez et que ceci vous aidera à savoir qu'un travail acharné vous permet, un travail acharné et du repos, Oui, un peu de repos. permet d'atteindre le succès. Oui. Alors, Maître Jacques, vous êtes quelqu'un de très occupé, d'après encore les petites enquêtes que j'ai amenées sur vous. Vous avez fait beaucoup d'enquêtes, manifestement. Quand tu dois recevoir quelqu'un qui t'interviewe, tu te armes suffisamment. Oui. Alors, ce qui m'étonne, c'est que vous avez toujours du temps pour les répétitions à la chorale. Comment vous faites pour avoir toujours ce temps-là? Alors, chanter, c'est ma passion depuis que je suis tout petit. La seule chose que j'ai toujours faite dans l'église, c'est chanter. Pour moi, c'est une dimension essentielle. J'ai grandi comme ça. Et aujourd'hui, je pense que la religion peut faire beaucoup de bien aux gens. Alors, comment, malgré ma charge horaire, que ce soit l'université, que ce soit le poids de mes dossiers, les déplacements que j'effectue, comment je continue à avoir du temps pour ça? D'abord parce que je ne voudrais pas faire de cette dimension spirituelle un détail. Non, ça ne peut pas être un détail que d'aller à l'église, qu'on peut aller quand on veut. Non, pour moi, c'est une dimension essentielle pour avoir une vie équilibrée. Hein, il faut rester près des choses de Dieu. Et alors, aussi paradoxal que cela puisse paraître, à un moment donné, je comprenais que j'avais toutes les justifications pour ne pas aller à la répétition. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai postulé pour devenir responsable de mon groupe. Comme ça, je me prenais à mon propre piège. Et je ne pouvais plus m'absenter. Et pendant 3 ans, j'ai eu un marathon où je suis permanent à des répétitions et je suis heureux. Parce que, écoutez, on ne peut pas non plus passer toute la vie à ne chercher que l'argent. Non, on ne peut pas vivre pour l'argent. C'est bien dit ça. Oui. C'est très bien dit. Alors, Maître Jacques, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fier de votre parcours? Oui, je suis fier de mon parcours. J'ai l'impression, d'abord, dans la vie, il faut conseiller aux gens d'être satisfaits de leur vie. Et même si vous n'avez pas réuni tout ce que vous rêviez de réunir, il faut être content de sa vie. Moi, je suis de ceux qui sont satisfaits de leur parcours, qui sont contents de leur trajectoire. Je pense à un auteur, Albert Camus, qui disait qu'aujourd'hui, il ne comprend pas pourquoi, quand quelqu'un dit « je suis heureux », les gens tout autour le regardent comme ça, comme si c'était quelqu'un d'orgueilleux. Ça veut dire, on est presque tous obligés de dire ah, « bon, ça va, timidement, oui, ça va, Dieu fait grâce, on se tire, Non, il faut à un moment donné dire « je vais très bien ». Et moi, je suis de ces personnes qui se sentent très très bien dans leur peau. Alors, Maître Jacques, comment vous définissez le bonheur? Ah, le bonheur, c'est un gros sujet. Hein? Au bas mot, pour moi, c'est d'abord le fait d'être bien dans sa peau.
Hein. Le fait d'être bien dans sa peau, c'est cela le bonheur. Mais si vous voulez des considérations philosophiques, qu'est-ce qu'on n'a pas dit autour du bonheur? On a dit tout et le contraire. À un moment donné, on se perd. Moi, je n'aime pas trop le bonheur des citations. Enfin, non. Est-ce que je me sens bien? Moi, je me sens bien. Je me sens bien. Et pour moi, c'est cela, être heureux. Donc, le bonheur, c'est être bien dans sa peau. Oui, oui, c'est cela. C'est parce que toutes les autres choses que vous pouvez accumuler, elles sont au dehors de vous. Mais l'essentiel, c'est ce que vous vivez au fond de vous-même. Quel rapport vous avez à vous-même? Vous voyez, si vous avez tué quelqu'un et vous avez beaucoup d'argent pour l'avoir tué, à l'extérieur, des gens vont vous voir baigner au sein des grands biens, d'une grande richesse, et pour autant, au fond de vous, vous n'avez pas cette paix-là. Votre conscience vous écrase. Exactement. Et donc, il faut commencer par soigner l'intérieur. Oui. Okay. Oh, c'est très bien dit. Oui. Alors, Maître Jacques, vous faites aussi les soirées d'éloquence. Avant de me parler de vos soirées d'éloquence que vous faites ici à Lubumbashi, est-ce que vous pouvez nous raconter l'un de ces concours que vous avez remporté vraiment du début, de comment vous avez eu à entendre parler de la compétition jusqu'à voyager à l'extérieur du pays et à remporter ces trophées-là à l'étranger? Les concours d'éloquence, bon, vous faites bien de poser cette question parce que depuis un moment, j'entends des gens m'appeler Monsieur Éloquence. Ça m'amuse un peu parce que moi-même, je ne me reconnais pas de telles capacités. Vous avez beaucoup d'humilité, vous savez. Hein? Oui, mais alors, j'ai gagné, parmi les concours les plus importants, j'en ai gagné à Paris, au barreau des Hauts-de-Seine, et en Suisse, au barreau de Vaud, à la CIB. Okay. Alors, le premier concours, donc celui de la CIB en Suisse, c'est un concours, on va dire, mondial de la francophonie des avocats qui sont dans l'espace francophone. Donc la CIB, qui est en partenariat avec la francophonie, organise le concours d'art oratoire de la CIB. Okay. Comment on y arrive? D'abord, il faut avoir remporté un concours local dans votre barreau. Donc moi, j'ai appris un jour qu'on organisait un concours d'éloquence à la maison du barreau. On m'a appelé la veille, on m'a dit « mais tu n'es pas passé ». Pourtant, on pense que ce sont les choses qui t'intéresseraient. Bon, je passe, je vois le sujet, le lendemain, je viens tout naturellement. C'était la première fois que vous ayez rapport à quelque chose qui a trait à l'éloquence? Non, j'avais déjà écrit des livres d'éloquence. J'ai écrit en 2013 des livres d'éloquence. C'est un domaine dans lequel je m'étais investi très tôt, avant même de commencer à faire des concours. Et c'est en 2018 qu'on organise ce concours-là à la maison du barreau. Je suis averti la veille, je rentre, je fais mon texte et le lendemain, j'ai gagné. Et puis, en ce moment-là, ça c'est la première étape. La deuxième étape, il faut maintenant que votre barreau soumette votre candidature à Paris et Paris va vous envoyer un sujet. Okay. Paris envoie comme ça des sujets partout et puis ceux dont les textes sont retenus, okay, ça veut dire qu'ils viennent de satisfaire à cette seconde étape, sont ceux-là qui vont participer à la finale. Donc nous étions 6 à être retenus pour la finale. Il y avait une Française, il y avait une Suissesse, il y avait un Sénégalais, il y avait un Libanais, il y avait moi, il y avait je crois un Togolais aussi. Okay. Et donc on se retrouve en Suisse et bon, je savais que j'allais gagner. Comment ça? Ben, je savais. C'est pas de la prétention? Non, je savais. Et donc le concours a commencé, j'ai vu les autres prester, j'ai dit... Ah ok, c'est par rapport au niveau des autres que vous avez Non, bien avant, j'allais avec la conviction, j'allais gagner. Ah, ok, oui, voilà. Donc quand on va dans une compétition avec la ferme conviction qu'on va remporter cette compétition, on la remporte? Je ne sais pas, mais moi j'y allais vraiment avec la conviction que j'allais gagner. Et donc je suis arrivé, j'ai presté et toute la salle s'est mise debout pour m'applaudir pendant longtemps. Car celui qui n'est pas dégoûté par ce qui est dégoûtant est encore plus dégoûtant que ceux qui ne le dégoûtent pas.
Et le président du jury, l'immense président du jury, s'appelle Marc Bonan. C'est un avocat mondialement connu pour son éloquence, les bâtonniers du barreau de Genève, bâtonnier honoraire. Et il prend la parole pour dire, écoutez, bon, on ne va pas attendre le soir, parce que les résultats devaient être connus le soir. Okay. Elle lui dit, écoutez, moi je suis déjà assez âgé, j'ai le bénéfice de l'âge, je peux déjà dire qui a gagné. Et il me demande de me lever, et il m'adresse de bons mots. Pour moi, c'est un sacre, parce que ce monsieur-là est connu dans toute l'Europe pour être un grand, et quand il va à des concours d'éloquence, il est chiche des loges. Mais là, il s'est répandu dans les oreilles sur moi. J'étais comblé, j'étais très heureux. Oui. Donc j'ai gagné ce concours-là, le premier prix. Et l'année 2019, pour avoir gagné ce concours, on a organisé un autre concours à Paris des champions, tous les champions des différents concours. Alors là, encore une fois, j'ai gagné. Je savais que j'allais gagner. Et donc, on est arrivé. J'ai douté un peu au début parce que nous étions 15 candidats. Des gens venaient de Bordeaux, de Luxembourg, de Paris, de Genève. Et heureusement ou malheureusement, j'étais le premier à passer. Quand vous êtes premier à passer, il y a des choses qui se passent dans votre tête. Les gens ne sont pas encore bien assis. Il y a encore des personnes qui arrivent. Donc, l'ambiance ne s'est pas vraiment encore formée dans la salle pour que des gens soient concentrés. Je me disais donc, j'aurais fini de prester et on m'oubliera. Que non. D'ailleurs, il y a l'un des membres du jury qui a eu l'indiscrétion de me dire que c'était à l'unanimité que j'avais été désigné, retenu. Donc ça, Mais entre parenthèses, quels sont les prix que vous revenez avec après avoir gagné comme ça un concours d'éloquence? D'abord, on ne donne pas l'argent, hein. Il n'y a pas d'argent. On vous donne un trophée. Et puis bon, il y a de la reconnaissance. Il y a surtout de la renommée. La renommée, c'est quelque chose qui... Indirectement, ça fait votre publicité en tant qu'avocat, c'est ça? Oui, bien sûr, il y a de ça. Il y a de ça. Quand les vidéos circulent, il y a des clients qui sont fiers de pouvoir dire « lui, c'est mon avocat ». Et donc, en ce moment-là, t'évincer n'est pas à l'ordre du jour. Hein. Tu es installé à perpétuelle demeure et voilà. Alors, si tu permets, j'ai deux principes dans ma vie qui me guident dans mon action. Le premier principe, c'est que je crois que dans la vie, chacun contrôle la moitié et l'autre moitié lui échappe. C'est comme ça, toujours. Ça veut dire, moi, comme avocat, quelle est la moitié qui dépend de moi? C'est de travailler les performances d'avocat, lire, travailler un certain charisme, savoir parler, avoir de l'énergie pour traiter les dossiers. Donc, quand vous avez réuni ces choses-là, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Maintenant, il y a ce que j'appelle la part du destin, qu'on peut aussi appeler la part de Dieu ou la part de la grâce. C'est l'autre moitié. C'est ce qui fait que par hasard, un matin, vous êtes quelque part, on vous présente à quelqu'un qui discute 3 minutes avec vous, qui vous remet sa carte, et c'est celui-là qui vous donnera un dossier d'1 million de dollars. Ou bien dans un restaurant, quelque part, par hasard, quelqu'un vous remarque, et puis vous donne rendez-vous, c'est celui-là qui vous donnera un dossier, je ne sais pas de combien. Il y a toujours sa propre part, et puis la part du destin. Du divin. Oui, et donc, je dis ça parce que parfois le destin caresse les trajectoires des gens, mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Donc ton oncle devient ministre, il te fait venir, tu vas à son cabinet, mais tu ne sais pas écrire. Donc en ce moment-là, la grâce t'a caressé, mais toi tu n'es pas prêt avec ta part. Donc il faut toujours faire sa part, et puis prier ou je ne sais pas, se mettre dans les conditions d'avoir la part des autres. Premier principe. Deuxième principe, je pense que le point de départ ne détermine pas le point d'arrivée. J'ai toujours vécu comme ça. Alors pour revenir au concours d'éloquence, quand nous allons... Mais avant de revenir au concours d'éloquence, est-ce que vous pensez que quelqu'un peut faire sa part et que, entre guillemets, le divin ne fait pas la sienne?
Est-ce que vous croyez Oui, en c'est cette possible. réalité? Oui, c'est possible. C'est possible. Ok, donc, il y a des destins comme ça. Hein. Entre guillemets, il y a des personnes qui sont vouées à rester au bas de l'échelle. Je ne dis pas qu'ils sont voués, mais je dis que la vie, elle est faite comme ça. Je ne sais pas expliquer, mais on a vu. Vous ne pouvez pas me dire que... et c'est important de le reconnaître parce que ça nous permet, ça nous oblige à être humbles. À un moment donné, il ne faut pas se dire que c'est parce que j'ai des capacités. Non, ça c'était ta part qui était prête. Okay. Il y a eu aussi la part du destin, la grâce. Vous voyez. Maintenant, quand je parle du deuxième principe, que le point de départ ne détermine pas le point d'arrivée, ça veut dire j'ai toujours vécu avec la conviction que peu importe d'où je pars, je peux arriver où je veux. Donc, quand j'allais au concours d'éloquence, on posait des questions. Vous venez d'où? Moi, je viens de Luxembourg. Moi, je viens de Bruxelles. Moi, je viens de Genève. Moi, je viens, je ne sais pas, de Bordeaux. Et vous? On dit, moi, je viens de Lubumbashi. Bon. Quelqu'un peut se dire, mais vous êtes mal parti. Oui, vous êtes mal parti. On ne vient pas de Lubumbashi pour gagner. Exactement. Hein, on vient pour voir comment les autres gagnent. Mais ça, c'est le point de départ. Exactement. Après le concours, moi, je gagne. En ce moment-là, ces gens, ils vous disent, ah, c'est comment ça se passe à Lubumbashi? Lubumbashi, c'est où? Okay. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi je ne donne pas beaucoup d'importance à des histoires douloureuses que des gens voudraient raconter toute leur vie. Moi, je suis né orphelin. Mon papa avait beaucoup de femmes. Ça... Non, ça c'est le point de départ. Ne justifie pas. Mais vous pouvez. Et le contraire aussi est vrai. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont très très bien partis, exactement, mais qui se sont retrouvés nulle part. D'accord. Oui. Alors, on me signale là-bas derrière les caméras que le temps est en train de tourner, donc on peut revenir aux soirées d'éloquence pour chuter. Oui, vous demandiez pourquoi j'ai créé les soirées d'éloquence. Les soirées d'éloquence. D'abord, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez leur expliquer. Les soirées d'éloquence, ce sont des rendez-vous, des grands rendez-vous comme ça, qui ressemblent à des fêtes, où des gens viennent bien habillés, tout ça. Et puis, on y joue des procès fictifs, des procès d'histoire. Donc, des gens, ils mettent des robes d'avocats, des juges. On est dans le décor du procès, sauf que ce n'est pas un vrai procès. On va dire j'ai créé ça pour me dédommager un peu. Quand je n'ai pas de vrai procès, je peux aller en créer moi-même et me plaire. Et c'est ça, les soirées d'éloquence. Maintenant, pourquoi j'ai voulu faire ces soirées d'éloquence? Pour moi, cette marque est ma contribution au rayonnement de ma communauté, de mon environnement. Donc moi, je viens à Lubumbashi. J'ai vu que quand nous allons ailleurs, nous aimons ce qui se passe là-bas, mais qu'est-ce que nous aimons? Nous aimons notamment la culture. Nous aimons, mais tout ça naît des initiatives des gens. Alors, ici où je vis, qu'est-ce que je peux faire moi aussi pour qu'il y ait des rendez-vous comme ça où des gens viennent et ils se sentent bien, ils apprennent des choses? C'est comme ça que j'ai créé Congo Culture Asbel, l'Asbel dont je suis président, et qui promeut la culture intellectuelle au travers des activités comme des conférences, comme des spectacles publics et tout. Et donc, pour moi, je voudrais contribuer aussi au rayonnement de Lubumbashi. Et il y a des villes qui nous envient ces activités-là. Quand ils apprennent qu'il y a eu une soirée d'éloquence à Lubumbashi, mais pourquoi vous n'êtes pas venus chez nous et tout ça. Donc, je pense que moi, en faisant ça, vous, en faisant ce que vous faites en ce moment, faire découvrir des parcours, tel en mettant en place une bibliothèque, tel autre en mettant en place une équipe de foot. Donc, nous arrivons par des initiatives à faire vivre notre communauté, notre environnement. Et c'est ça qui est requis de chacun. Alors, Maître Jacques, je me rappelle vous avoir entendu dire une fois, moi, je voudrais être un homme ordinaire mais utile. Est-ce que vous pouvez développer cette petite phrase? Oui, c'est mon ambition, c'est comme ça. Pourquoi pas un homme extraordinaire? Non, j'ai toujours dit que dans ma vie, je voudrais être un homme ordinaire mais utile. Plutôt qu'un type extraordinaire
mais inutile, voire nuisible. J'ai l'impression que ces temps-ci, beaucoup de gens vivent sous la dictature de la notoriété. Il faut devenir une starlette. Et puis, non, je trouve ça, c'est pas le bon chemin. Je pense que ce qui est attendu de chacun pour que notre pays avance, pour que notre continent avance, c'est que chacun devienne une expertise sur laquelle tous peuvent compter. C'est ça qui compte. Si je suis avocat, est-ce que vraiment je suis un avocat sur qui on peut compter? Si je suis médecin, est-ce que vraiment je suis médecin? Quand nous allons dans d'autres sociétés que nous aimons, que nous voulons visiter, mais qu'est-ce qu'au fond nous aimons? Qu'est-ce qui nous impressionne? Qu'est-ce qui nous fascine? En fait, c'est de voir que partout, on a l'impression qu'il y a les personnes qu'il faut. Quand vous allez dans un hôtel, vraiment vous trouvez que ces personnes ont été formées pour ça. Donc de l'excellence dans chaque petit domaine. Oui, dans chacun des recoins, on a des expertises formées. C'est ça la voie. Plutôt que vouloir faire de grosses affiches. Aujourd'hui, quand je me promène, je vois des gens faire de grosses affiches où on voit leurs photos. Mais pourquoi? C'est pas bien. Ce n'est pas bien, on n'a pas besoin de ça dans notre société. Nous avons besoin des gens ordinaires, mais qui sachent faire leur travail. C'était comme ça avec nos parents quand ils travaillaient à la GECAMINE, quand ils travaillaient. Tel était anesthésiste, reconnu dans la ville. On savait que ce travail, il savait le faire. Tel était, je ne sais pas, professeur de mathématiques. On savait qu'il savait faire. C'est tout ce qu'on demande pour la société. Et moi, c'est ça mon ambition. Ce n'est pas de devenir un grand personnage avec des gros titres et tout ça. Non, c'est d'être simplement un homme ordinaire, mais qui peut être utile. Ok. Et donc, si je vous demande de donner un conseil à chaque Congolais qui est en train de vous suivre pour pouvoir faire sa petite part pour contribuer à l'évolution de notre pays, vous lui répétez ces mêmes mots? Oui, je lui dis la même chose. Je lui dis, d'abord, il faut arrêter de s'agiter. Il faut se concentrer d'abord sur un domaine d'expertise. Maîtriser cette expertise-là. C'est votre part. Donc, quand on parle de ce thème-là, que ce soit ce nom-là, la référence. Oui. Oui, c'est ça. Alors, Maître Jacques, je crois que je vais vous poser mes 2 dernières questions et on va s'arrêter par là. Très bien. Alors, donc, moi, je ne pose pas de questions, c'est cela? D'accord, je vous en laisserai aussi une. Ok. Alors, pour ces jeunes avocats qui sont en train de vous suivre aujourd'hui, quels conseils vous pouvez leur donner? Ces personnes qui sont encore sur le banc de l'université, quels conseils vous leur donnez? À ceux qui veulent devenir avocats, je voudrais dire que c'est d'abord un métier qui voudrait de la monogamie, hein, excusez-moi l'expression. Ça veut dire, le métier d'avocat, si tu veux l'épouser, il faut l'épouser lui seul. Il ne faut pas le mélanger ou le manger à d'autres sauces. Parce que les gens n'aiment pas, tu es avocat, et puis tu es en même temps dans des ONG un peu compliquées, et puis tu es dans un parti politique, et puis tu es... Non, on a besoin d'avoir des avocats. D'abord, ça. Deuxièmement, il faut former l'ambition d'être un avocat classique. Hein. Un avocat classique, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui a forcément beaucoup d'argent. Non, c'est un intellectuel. C'est un homme plus ou moins sage, parce qu'il reçoit entre ses mains les destins des gens, les douleurs des gens qui divorcent et tout ça. Il faut qu'il y ait une part de profondeur quand on vient vous rencontrer. Et ça, ce sont les livres, c'est la culture, c'est la littérature qui permettent d'accéder à cette profondeur, parce qu'on connaît plus ou moins les vies des gens et on peut donner de bons conseils. Donc, former l'ambition d'être un avocat au sens classique. Vous voyez, l'avocat, c'est un humaniste. C'est quelqu'un qui est interpellé par la vie en société. Donc, il faut qu'il y ait au fond de soi cette part de sacerdoce, de quelqu'un qui veut
servir une communauté. Alors si la renommée vient et que l'argent vient s'y mêler, ce n'est pas mal. Mais fondamentalement, il faut d'abord viser ce point sacerdotal qui me paraît important. En tout cas, c'est très magnifique. Oui. Alors la dernière question, c'est pour toutes les personnes qui nous ont suivis, est-ce que vous pouvez nous recommander, moi aussi je fais partie de ces personnes, 2 livres que nous pourrions lire, ces livres qui vous ont formé ce mental que vous avez? Si vous pouvez nous recommander juste 2 ouvrages. Alors, 2. Bon, après, si c'est trop peu, allez-y sur 3, mais que ce ne soit pas trop. Je ne sais pas. Mais j'en ai tellement lu les livres. Hein. Essayez de voir Franchement, vraiment, pour la moyenne de... Je peux recommander les tout derniers. L'un des derniers j'ai lu et qui m'a paru très, très, très important. C'est le livre de Harari. Noah Harari. C'est un Israélien. Il a écrit Homo sapiens. Ce livre retrace le parcours de notre humanité, des temps anciens jusqu'à aujourd'hui. Ça nous permet vraiment d'avoir des idées très, 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 très bien sur nos sociétés. Hein. Alors, un livre plus personnel, mais il y en a tellement, je ne sais pas lequel précisément Faites un choix. Recommander. Bon, je pense qu'il faut lire... Ça se voit que vous faites un effort pour trouver un seul titre. Oui, bon, si tu veux, mon écrivain préféré, c'est Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Alors, j'essaie de voir qu'est-ce que je peux recommander de Rousseau parce que j'ai pratiquement tout lu. J'ai lu les Confessions de Rousseau, 2 tomes. J'ai lu La Nouvelle Héloïse. Ça, c'est un roman extraordinaire. Je peux vous recommander La Nouvelle Héloïse. Mais j'ai lu de Rousseau l'Émile, j'ai lu L'Essai sur les inégalités, j'ai lu Le Contrat social, j'ai lu Le Promeneur solitaire, j'ai lu Rousseau, juge de Jean-Jacques, j'ai lu Le Rêve d'Alembert, j'ai lu... Donc, brièvement, vous recommandez aux gens de beaucoup lire, c'est ça? Oui, mais prenez, pour commencer, pour commencer, prenez La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, et Homo sapiens de Harari. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Alors, vous vouliez poser une question avant que je conclue? Oui. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Pourquoi je fais ce que je fais? La raison la plus basique, c'est que quand j'étais étudiante et qu'on devait citer des modèles de réussite, tous les étudiants parlaient de Mark Zuckerberg, de Steve Jobs. En fait, il n'y avait que des modèles étrangers. Alors moi, mon but, c'est de montrer aux Louchois, aux Congolais, que tu peux réussir en étant dans les... Un peu comme, pour revenir à votre phrase de le point de départ n'est pas le point d'arrivée. Oui, c'est pas parce qu'on est au Congo, parce qu'on aime trop diaboliser notre pays. C'est pas parce qu'on est au Congo qu'on ne peut pas réussir. Non, moi, par cette émission, je viens vous montrer des personnes qui sont nées au Congo et qui ont réussi au Congo. Ah oui, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Ça rejoint ce que j'ai toujours pensé, que bon... ici aussi, nous sommes des peintres. C'est bien dit, c'est très bien dit. Alors, on ne va pas vous prendre plus de temps, je pense que le temps est écoulé. C'était Divine Beloti pour le 5e épisode de ADICI. Je vous incite à commenter cet épisode, à nous dire véritablement en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des histoires inspirantes, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons très ravis de les raconter avec vous. Bye bye et à la prochaine. Merci.